Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Depuis le vendredi 25 février, une vague de froid a déferlé sur Netflix. Normal, les Vikings ont débarqué. Après 6 saisons, Ragnar, Lagertha, Björn, Côte de Fer et leurs compagnons ont cédé leur place à une toute nouvelle génération d'explorateurs et de guerriers dans le spin-off intitulé Viking Valhalla. Alors cela faisait partie des séries les plus attendues de ce début d'année sur Netflix. Ces 8 épisodes sont-ils à la hauteur de nos attentes ? C'est le sujet de ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Je suis Laurence Gallois et j'ai le plaisir de recevoir cette semaine 2 fans de Vikings pour parler de cette nouvelle série, Juliette Heusbrock et Thomas Robert. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut Laurence. En fin d'émission, nous écouterons la recommandation de l'actrice Christiana Reali qui nous parlera d'un documentaire saisissant sur Netflix. Si vous avez suivi comme nous les aventures de Ragnar, Lagertha, leurs ennemis et leurs descendants, vous deviez avoir hâte de découvrir Viking Valhalla, ce spin-off qui se déroule 100 ans plus tard. On y découvre de nouveaux personnages, Leif Erikson, sa sœur Freydis ou encore le roi Harald. D'où vous venez ? De la Terre Verte. Je m'appelle Harald Sigurdsson. Pourquoi es-tu à Kattegat ? Je suis venue chercher quelqu'un. Alors Juliette, Thomas, Viking Valhalla a ressorti les peaux de bêtes, les dracars et les batailles sanglantes, mais au fond il donne quoi ce spin-off ? Laurence, j'aurais voulu te dire que ce spin-off est génial et formidable, mais je vais encore te dire que c'est raté. Bah c'est bien, au moins t'es objectif. Parce que j'avais un vrai amour pour Ragnar, Lagertha, Björn, Côte de Fer et même Ivar le Désossé qu'on adore détester. Oui, alors ça va mériter une explication un jour ou l'autre, mais oui, on l'aime quand même s'il est très très méchant. Et donc j'avais très très peur de regarder cette suite 100 ans après. Et ma peur s'est confirmée parce que malheureusement, je préfère le premier Viking à ce spin-off. Je pense que spin-off, il arrive beaucoup trop tôt. J'ai encore en tête les ancêtres de ces nouveaux personnages. Netflix, ils auraient dû un peu espacer dans le temps ces 2 séries. Parce que vraiment, pour moi, c'est trop tôt. On les a encore en tête. Ce n'est pas possible de regarder cette série et d'aimer ces nouveaux personnages. Alors, effectivement, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux. J'ai l'impression finalement de revoir. C'est comme si c'était une saison 7 un peu de Viking. Juliette, quel est ton sentiment ? Une saison 7 de Vikings, non, je pense pas, parce que c'est 2 salles, 2 ambiances. Pour moi, j'avais hâte aussi. Et en fait, ce que j'avais aimé d'ailleurs dans la série d'origine, c'était le côté, à défaut d'avoir des vrais personnages de l'histoire, au moins on nous immergeait dans un univers dont on avait l'impression, en tout cas, que ça racontait une vraie période. Et d'ailleurs, c'était pas pour rien qu'à la base, c'est une série qui a été produite et créée par la chaîne History. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en termes d'intention. Et j'attendais un peu ça de ce nouveau spin-off, le côté me propulser à nouveau dans cette époque, que je sois transportée par leurs histoires, par leurs guerres. Et en fait, pour moi c'est raté. Je vais pas être plus clémente que Thomas à ce niveau-là. En fait, on a vraiment l'impression que tout est pensé pour que ce soit une série attrayante, divertissante. Les acteurs, leur physique, les dialogues qui sont très romanesques, les intrigues qui sont très décomposées pour être sûr que le téléspectateur comprenne tout bien. Pareil pour les enjeux. Tout est hyper expliqué et en fait, pour moi, là où dans la série d'origine, il y avait une sorte un peu de foutoir qui correspondait assez bien à l'esprit viking, là, tout est très bien rangé et du coup, je m'y perds et j'arrive pas à oublier que je regarde une série Netflix qui me semble en fait hyper formatée pour plaire à ce grand public Netflix, quoi. Et je trouve qu'on y perd de la personnalité. Après, est-ce que c'est pas peut-être le but finalement recherché de cette série, à la fois d'attirer au moins pour cette première saison les nombreux fans de Vikings qui vont vouloir regarder en pensant qu'ils vont retrouver ce qu'ils aimaient dans la première série, et surtout de trouver un nouveau public aussi, de convaincre de nouveaux fans peut-être ? Parce qu'on peut regarder tout à fait Viking Valhalla sans avoir vu Viking, du coup. Complètement, tu peux commencer cette suite de Viking
parce que c'est 100 ans après, donc il y a quelques références aux anciens personnages cultes, et c'est des références qui font plaisir pour les vrais fans de Vikings. Mais après, c'est une page blanche qui s'ouvre, mais on s'ennuie complètement, tout n'est pas à jeter. Moi, j'ai apprécié l'épisode 4, où il y a enfin de l'action, une grande scène de bataille qui est intéressante, avec de la stratégie, comme on aimait dans le premier Viking. Donc ça, l'épisode 4, il est très bien, mais il y a qu'un, pour l'instant, j'en ai vu 5 sur 8. Ça fait qu'un épisode sur 8 épisodes. Enfin, c'est quand même... Et il faut arriver... À la moitié de la série. Il faut arriver à la moitié de la série pour aimer. Donc, c'est quand même assez dérangeant. Après, il y a une deuxième chose intéressante que j'ai bien aimée, c'est la division entre les chrétiens et les païens dans les Vikings. C'est assez bien amené, c'est assez intéressant. Mais le reste, les personnages sont fades. Mais moi, tu disais, Laurence, est-ce que c'est pas pour aller chercher un nouveau public ? Je pense que si, complètement. Hein. Netflix ne va pas évidemment chercher le même public que History allait chercher à l'époque. D'ailleurs, la série d'origine, ça a été un carton surprise. Hein. Aucune série History avait jamais fonctionné à une échelle planétaire avant Vikings. Donc oui, on va pouvoir aller chercher un nouveau public, certainement un public plus jeune, un public qui n'est pas forcément adepte, je pense, de séries d'époque à la base, mais justement parce qu'on a un problème de réalisme, et donc du coup, c'est un public qui sera peut-être moins exigeant à ce niveau-là. Mais je pense qu'en tout cas, le spin-off est pas fait pour réunir les deux publics. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller chercher un nouveau public, je pense, avec ça. Mais je ne vois pas comment ce spin-off peut être satisfaisant pour les fans d'origine et de la première heure de la première série, quoi. Après, c'est vrai aussi que vu le succès de Vikings, les moyens étaient là. C'était une série en termes de réalisation, les batailles dont tu parlais, Thomas, c'était vraiment des batailles épiques. On était pris dans chaque épisode. Les personnages aussi, c'est dur quand même de passer après Ragnar ou Lagertha. Parlez-moi un peu des nouveaux héros justement de Viking Valhalla. Qui sont-ils ? Est-ce que quand même il y en a qui se démarquent ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, je vais te parler du héros qui s'appelle Leif Erikson. Il est très propre, il est tout gentil. Après, il est très intelligent, ça on va pas lui enlever, mais il manque clairement de charisme. Il a plutôt un look de surfeur californien que de viking. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à un moment donné, il fait du surf, ce qui m'a fait beaucoup rire parce du que surf à cette époque, moi je connaissais pas, mais voilà, je suis allé faire des recherches sur le surf. Il n'a pas été inventé par les Vikings, donc j'ai pas compris. Donc il y a sa sœur qui est quand même plus intéressante parce qu'elle a, pour le coup, là, il y a une vraie histoire. Là, toute l'histoire de Viking Valhalla est basée sur elle parce que c'est une sorte de vengeance. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, elle a pas le charisme d'une Lagertha, hein. Enfin, c'est pas une Lagertha clairement, hein. Voilà, mon préféré, c'est mon petit chouchou, c'est Harald. Quelle surprise. Voilà, quelle surprise. Voilà, je suis pas très objectif. Il est quand même très 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 sexy. Et voilà, il y a une scène une scène intime, comme on dit maintenant. On le voit torse nu et il est bien bâti. Ou on pourra dire qu'on regarde Viking Valhalla pour l'histoire, n'est-ce pas ? Un peu comme voilà, Bridgerton. donc je pense qu'il va avoir plein de fans nouvel acteur. Et après, j'ai bien apprécié la reine d'Angleterre, et je vais être vulgaire, elle porte un peu les couilles du royaume, hein. C'est clairement elle, voilà. Elle en impose. Comme disait Thomas, c'est sûr que sur le plan physique, ils sont à la hauteur, hein. Moi, franchement, le premier épisode, ça m'a interpellée. J'avais vraiment l'impression d'assister à un shooting pour Top Model USA, mais sur le thème des peaux de bête, quoi. Et ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est sûr, c'est joli à regarder. Maintenant, encore une fois, c'est hyper formaté parce que justement, ils sont tous canons, mais ils ont tous l'air d'avoir une dentition qui leur a coûté $10,000. Donc pour moi, pour une série Vikings, ça manque de réalisme, ça manque de cicatrices, ça manque de dents en moins, ça manque d'un Ivar qui, pour le coup, physiquement n'avait rien pour lui. Maintenant, pour moi, le seul personnage qui ne soit pas trop lisse, c'est le Jarl Hakon, si je le prononce bien, qui est en fait la femme qui dirige Kattegat, qui est d'ailleurs la seule femme Jarl dans ce spin-off. Et contrairement à ses homologues, elle apporte une vision un peu plus stratégique, un peu plus humaine. Bon, c'est pas encore trop ça parce que justement la série lui laisse pas énormément de place. Là où je pense que si on lui en avait laissé plus,
elle aurait pu être une bonne héritière de Lagertha, contrairement à Freddys qui est trop jeune en fait pour être une Lagertha. Ils sont beaux et ils sont propres, quoi. Enfin, salissez-les, mettez-leur de la poussière, mettez-leur de la sueur. Alors, il y a du sang. Alors ça, on les retrouve. Ils sont un peu ensanglantés. Il y a des blessures quand même. Voilà, ça m'a fait plaisir. Il y a des cicatrices, il y a un peu de sang, mais alors. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils prennent une douche entre chaque scène, quoi. Et moi, j'ai besoin, quand je regarde Viking, d'avoir l'impression qu'ils sentent un peu mauvais, quoi. Ouais, c'était pas vraiment ça dans Viking, effectivement. Mais quand je disais tout à l'heure que j'avais l'impression de voir une saison 7 de Viking, c'est pas en termes de qualité, mais effectivement, j'ai l'impression que on essaye de faire quelque chose de neuf avec du vieux. Moi, j'ai toujours un problème avec les reboots, les suites, etc. C'est que je préférais qu'on s'arrête une bonne fois pour toutes sur quelque chose qui était bien, qui faisait l'unanimité, et qu'on passe à autre chose et qu'on crée de nouvelles choses plutôt que de toujours reprendre les mêmes recettes en fait. Peut-être qu'ils auraient dû faire un préquel, genre avant, mais pas après. 30 ans sont écoulés, donc c'est un peu le même, c'est le même décor. C'est ça, en plus on est au même endroit. Enfin, ce Kattegat a finalement pas beaucoup changé. Il y a un personnage qui revient à un moment donné, lui non plus n'a pas changé parce que bon, vieillit pas trop. Voilà, mais donc c'est du réchauffé, c'est complètement du réchauffé. Enfin, il y a rien de neuf. Je suis assez d'accord avec toi, Laurent. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on s'arrête, ou alors si on faisait quelque chose qui s'inscrivait dans le même univers, j'aurais préféré peut-être qu'on change de pays ou de peuple, tu vois, qu'on aille voir le côté, peut-être le point de vue des Anglais, j'en sais rien. Pour moi, on fait même du neuf low cost avec du vieux, et ça me déçoit parce que je m'étais dit. C'est Netflix, donc du coup, ils vont forcément avoir des moyens bien supérieurs à une chaîne confidentielle comme History. Et en fait, je m'y retrouve pas du tout. Maintenant, il y a quand même deux nouveautés qui sont les seuls vrais intérêts de la série. D'abord, on découvre vraiment une nouvelle culture viking que celle qu'on avait connue avec Ragnar et Lagertha. Alors oui, 100 ans ont passé, ils ont continué c'est un peuple voyageur, hein, donc ils ont continué de naviguer jusqu'en Afrique du Nord apparemment. Et donc du coup, on découvre les premiers Vikings métis. C'est intéressant de se rendre compte que notamment Kattegat, qui est un peu la capitale, est devenue une ville hyper cosmopolite, et que déjà à cette époque moyenâgeuse, il y avait un métissage. Et ça rompt un peu avec l'idée des Vikings qui seraient juste des grandes armoires à glace blondes ou rousses. Donc moi, ça, je trouve ça chouette. Et comme disait Thomas, la vraie différence avec la série d'origine, c'est un peu le côté... le nerf de la guerre ici, c'est plus la conquête des territoires, mais c'est la conquête idéologique. Puisqu'on se rend bien compte qu'il y a eu une vraie scission religieuse entre les Vikings qui ont évolué en Angleterre après que Ragnar l'ait envahi, et qui du coup sont devenus chrétiens, et puis ceux qui sont restés en Scandinavie, et du coup qui sont toujours des fervents croyants en Odin... Et en fait, on se rend compte que les Vikings n'étaient pas si uniformes que ça culturellement et religieusement, et que ils ont même un peu connu une sorte de croisade intérieure. Le problème, c'est que le thème, il est hyper intéressant. Maintenant, il est vraiment effleuré à mon sens, et c'est pas du tout assez creusé. Donc, je trouve ça dommage parce que on ouvre un potentiel qui est pas du tout exploité. Oui, c'est le seul truc intéressant. Oui, voilà, moi je suis d'accord avec vous. C'est vraiment l'un des aspects de la série que j'ai préféré, que j'ai trouvé le plus intéressant. Pour le reste, effectivement, moi pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je m'ennuie clairement devant ma télé. Vous êtes ici parce que vous êtes des Vikings! Netflix avait commandé 3 saisons de Viking Valhalla, soit un total de 24 épisodes. Alors la deuxième saison, a priori, est déjà finie de tourner. Qu'est-ce que vous espérez voir tous les deux dans cette suite ? J'aimerais retrouver un côté justement un peu plus réaliste, un peu plus sale, comme disait Thomas, de Vikings, et surtout moins hollywoodien. Hein. J'ai vraiment l'impression que les Vikings sont passés par les États-Unis et en particulier Los Angeles. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on se défasse un peu de ce côté-là et qu'on creuse un peu plus justement ce côté confrontation idéologique et moins le côté guéguerre d'ego qu'on a eu pendant 6 saisons avec Vikings entre les Vikings et les Anglais. Là, c'est bon, on pourrait peut-être passer un peu à autre chose. Maintenant, j'ai un peu peur que ce soit pas forcément possible d'aller dans cette direction-là, dans la mesure où la saison 2 est déjà tournée. Moi, je veux plus de batailles, plus de batailles épiques, plus de sexe, parce que ça en manque quand même. Enfin, je suis désolé, je vais dire que vous êtes porté sur ça, mais quand même, Viking, on était aussi connus pour ça, et on a finalement c'est vrai que là, très peu. finalement, c'est assez soft. C'est soft. Alors, est-ce que c'est parce que c'est sur Netflix ?
peut-être. Pourtant, Netflix n'est pas connu pour être super soft non plus. Bon, se dire que la chronique des Bridgerton, c'est plus chaud que Vikings, moi, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge. Hein. Oh, tellement. Donc, plus de ça de sexe et plus de personnages forts, quoi. Enfin, on veut des vrais guerriers, quoi. On veut pas ces mous de genoux. Et des vraies guerrières, hein. Et des vraies guerrières, parce que oui, effectivement, là, les personnages féminins sont quand même assez oubliés, hein. Changement d'ambiance avec la carte blanche de la semaine. L'actrice Christiana Reali nous parle d'une histoire vraie incroyable à découvrir sur Netflix. Ça s'appelle Le jour où j'ai rencontré El Chapo. C'est une femme qui est la star de la telenovela. Elle avait fait la Reina del Sur, la reine du Sud, là. C'est vraiment une star de la telenovela mexicaine qui un jour a tweeté que El Chapo, qui est le plus grand trafiquant, elle a tweeté qu'il fait plus pour le peuple finalement que le gouvernement. D'accord. Puisqu'il va dans des patelins, des milieux ruraux, et qu'il leur donne une école, enfin il fait construire une école, un puits, un machin, un truc là. Et ça fait un ramdam pas possible. D'accord. Voilà. Et du coup, un jour elle reçoit. Elle est obligée de s'exiler par rapport au gouvernement, hein, un peu à Los Angeles. Et un jour, elle reçoit un appel de l'avocat d'El Chapo qui dit qu'il veut la rencontrer. Et elle doit rencontrer le mec qui est recherché par Interpol. Sean Penn apprend qu'elle va le rencontrer et parce qu'il veut lui donner les droits de sa vie, El Chapo, pour un film, à elle. Il y a qu'elle, il lui fait confiance à elle. Sean Penn décide de la rencontre et il dit je viens avec toi. Et il y a toute une histoire que je raconte pas, mais un truc de dingue. Et c'est elle qui raconte, c'est incroyable, c'est en 3 parties. Et voilà qui conclut cet épisode d'À la demande consacré à Viking Valhalla. Merci Juliette et Thomas d'être venus partager avec nous vos impressions. Merci Laurence. Merci à toi, Laurence. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On sera ravis et curieux de découvrir vos points de vue sur Viking Valhalla lorsque vous aurez, vous également, regardé la série. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.